Salut tout le monde, c'est Nel, Et Yuen. du pôle podcast de Noctua. Aujourd'hui, on va parler de jeux de société et d'esprit critique, avec le jeu de société Ocytocine. Et qui de mieux pour en parler que son créateur? Hello Timothée, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que d'abord on pourrait commencer par une petite présentation? Est-ce que tu peux te présenter quelques mots? Bonjour, moi c'est Timothée, je travaille au Dôme et je suis chef de projet Living Lab, donc ça veut dire que je vais accompagner des projets qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans sur des sujets de société et de sciences. Et ça peut aller sur des thèmes autour de l'urbanisme, de l'esprit critique et du jeu principalement. Ok, du coup tu travailles au Dôme et aujourd'hui on enregistre au Dôme. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est le Dôme? Le Dôme, c'est un centre de culture scientifique qui est situé à Caen en Normandie. Et donc comme tous les centres de culture scientifique, notre travail de fond c'est de faire de la médiation, donc de créer une interface entre les sujets de science et les citoyens et les citoyennes. Et la particularité du Dôme, c'est qu'on est spécialisé dans la recherche et l'innovation participative. Et donc notre travail, ça va être d'embarquer avec nous tout type de public pour essayer de co-construire en fait les sujets de recherche des enjeux scientifiques de demain. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de Ocytocine, qui est un jeu. Est-ce que tu peux un peu nous présenter et surtout nous le décrire visuellement pour nos auditeurs? Alors, Ocytocine, c'est un jeu de plateau dans lequel on va incarner des influenceurs et des influenceuses. Et l'objectif du jeu, ça va être de buzzer, d'avoir le maximum de points d'interaction. Donc le jeu, il est composé d'écrans qui sont comme des paravents en fait, dans lesquels on peut insérer des cartes qui vont contenir des informations qui ressemblent beaucoup à des tweets et des encoches où on peut accrocher des jetons like en 3D, ce qui donne l'impression en volume d'avoir un écran de réseau social sur lequel on peut interagir avec le contenu. Et l'objectif du jeu, c'est quoi? Donc l'objectif pour les joueurs et les joueuses, ça va être de publier des informations qui vont avoir un potentiel de viralité. Et donc dans le jeu, ça se traduit par des informations qui sont trompeuses, parce que dans la vie, une information trompeuse, elle a 6 fois plus de portée qu'une information classique. Et donc dans un premier temps, elles vont être plutôt incitées à partager ces informations trompeuses, mais à essayer de les mettre dans un contexte dans lequel on va la croire, pour que les gens la likent et qui remportent les points qui sont sur la carte. Et après, il y a un petit twist, c'est qu'il y a un fact-checker qui est embarqué dans les joueurs et les joueuses, qui va pouvoir éliminer ses adversaires s'il les attrape en train de partager ces infos trompeuses. Donc certes, ça va rapporter beaucoup de points, mais ça comporte un risque d'être éliminé. Et du coup, ce jeu, c'est un jeu pour faire travailler l'esprit critique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'esprit critique, nous donner un peu une définition? Question facile. L'esprit critique, c'est comme une batterie d'outils et de compétences qu'on va pouvoir mobiliser pour ajuster sa confiance. Et c'est vraiment l'élément qui est central, je pense, dans l'esprit critique, c'est cette question de la confiance. Comment je l'attribue, pourquoi je l'attribue, selon quels critères. Et après, cette question des critères, on va pouvoir l'affiner selon ses compétences, la capacité à mobiliser les sources, la capacité à savoir aussi prendre des arguments qui sont contradictoires et essayer de voir si l'un est plus pertinent que l'autre. Et surtout, c'est aussi une question d'attitude, d'avoir de l'humilité intellectuelle, donc de savoir reconnaître quand on a tort. Et ça, c'est aussi qu'on pourrait appeler des soft skills, mais qui en vrai permettent de pouvoir progresser. Parce que l'esprit critique, c'est une compétence qu'on va continuer à apprendre tout au long de notre vie, surtout qu'elle ne va pas être au même niveau suivant le contexte. Par exemple, si on parle de physique quantique, de jeux vidéo ou de chats, on voit que sur chacun de ces 3 sujets, on a des connaissances qui sont complètement différentes. Et donc on va avoir une difficulté plus ou moins grande à mobiliser son esprit critique si on maîtrise le sujet ou pas. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à vouloir travailler sur l'esprit critique? C'est une question que j'ai commencé à travailler avant d'arriver au Dôme. Parce qu'avant d'arriver au Dôme, j'avais créé une association pour concevoir des jeux, des escape games. Et à la base, on l'avait fait pour faire des jeux sur l'urbanisme, parce que c'est ma formation. Et on voulait parler de la culture de l'alchimie à Lyon, qui est très présente dans l'architecture. Parce que c'était un petit peu... ça permettait de parler d'urbanisme de façon un peu détournée. Et pour se renseigner, on a participé à une conférence de quelqu'un qui était spécialisé dans l'ésotérisme à Lyon. Et on est tombé sur un espèce de gourou en fait, qui avait fait sa conférence dans un petit patelin à côté de Lyon, où il y avait une centaine de personnes qui hurlaient, qui applaudissaient tout ce qu'il disait. Il se présentait comme un géomagnétiseur. Et en gros, il expliquait que des travaux de la ville de Lyon
avait envoyé des énergies négatives qui avaient traversé le globe et qui étaient arrivées à Daesh. Donc sa conclusion, c'était que le maire de Lyon avait anticipé le truc pour provoquer toute la série d'attentats. Et là, on s'est dit, bon, le sujet, c'est peut-être pas l'urbanisme, en fait. C'est comment est-ce qu'on travaille la confiance entre les élus, les décideurs locaux et les habitants, les habitantes. Et donc, on a commencé à travailler sur cette question de l'esprit critique. Et puis, depuis, je continue toujours à faire des choses dessus. Pour faire le jeu, tu l'as fait tout seul, tu t'es entouré de personnes, et si oui, lesquelles? Je me suis entouré de beaucoup de personnes, déjà parce qu'on a travaillé avec l'équipe du Dôme, où d'avoir des personnes qui travaillent en gestion de projet, en communication, en médiation, on a besoin de toutes ces compétences-là, avec Manu aussi du Fab Lab pour imaginer le matériel de jeu. Et surtout, c'est un jeu qui a été co-construit avec les publics. Et ça, c'était une des raisons pour laquelle on a déposé ce projet, c'est qu'on voulait faire du game design participatif aussi, dans l'optique que jouer à un jeu pour s'éduquer à une question, c'est bien. Construire un jeu sur une thématique, je pense que ça travaille d'autant plus la médiation sur ce sujet, parce que ça va travailler un petit peu tous les muscles. Il va falloir retourner le sujet dans tous les sens pour comprendre comment ça marche et comment est-ce qu'on peut l'intégrer d'une façon ou d'une autre dans un jeu. Et donc on a commencé à lancer le projet au Turfu Festival 2021. On a fait un atelier qui avait mobilisé 2 fois 30 personnes pour essayer d'imaginer le concept de jeu. Et ensuite on a continué pendant 3 ans en fait à faire des ateliers, parfois pour continuer à construire le jeu, parfois juste pour le tester, avoir des retours. Alors je dis juste, mais en fait c'est la partie essentielle quand on construit un jeu. Et ça, au final, ça a dû mobiliser peut-être 200, 300 personnes sur les 3 ans de projet. Et puis, même pendant la diffusion, on a travaillé avec l'université de Caen dans le cadre du label SAPS pour pouvoir envoyer les boîtes. On a travaillé avec le laboratoire de psychologie de Caen pour avoir un retour sur le contenu de médiation. On a travaillé avec plein de structures, l'Agence régionale de la biodiversité et du développement durable, ANBDD pour les intimes, aussi pour du contenu de carte sur le climat. Et donc en fait, quand on fait la photographie large de qui a contribué au Cytocine, il y a beaucoup de personnes. Tu viens de nous parler du Turfu Festival. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que c'est le Turfu Festival? Oui, alors le Turfu Festival, c'est le temps fort du Dôme où on a un festival des recherches participatives et d'innovation participative. Donc c'est un format qui nous permet en fait de lancer des projets ou de clôturer des projets qui ont besoin d'avoir des publics pour avancer sur leur sujet. Et donc on est sur un échange en fait entre des porteurs de projets qui vont la plupart du temps apporter des connaissances nouvelles au public et les publics qui vont contribuer, qui vont apporter leur expertise d'usage à ces porteurs et ces porteuses de projets. Et donc ça se déroule la première semaine d'avril, le Turfu Festival 2025, c'est du 1er au 5 avril. Et il y a une programmation sur toute la semaine, du mardi au samedi. Comment fait-on pour imaginer un jeu de société qui ne reprend pas les codes classiques des jeux de société? Tu t'es posé quoi comme question? Tu voulais faire un truc qui ressemble pas volontairement pas au reste, ou c'était une question pratique de le faire comme ça, sous cette forme? Disons que déjà il y a autant, je pense, de méthodes de game design qu'il y a de game designer. Et moi, la méthode qui m'inspire, c'est de pas commencer par les mécanismes de jeu, justement. Donc en fait, c'était pas la question qu'on s'est posée, on s'est juste dit d'abord, collectivement, qu'est-ce que ça représente l'infodémie et l'esprit critique dans vos vies, concrètement, dans le quotidien. Et à partir de là, on va avoir un répertoire d'émotions sur lequel on va s'appuyer pour dire le jeu, on veut qu'il fasse ressentir tout ça. Et pour faire ressentir ces émotions-là, on a plein de façons différentes de le faire. Et donc là, toutes les propositions qu'on va faire dans ce sens-là, ça va être ce qu'on appelle des hypothèses de gameplay. On va proposer peut-être un mécanisme de jeu, mais ça peut être aussi proposer un type de matériel de jeu, une histoire, une esthétique, une charte graphique. Donc quand on prend le point de départ de l'expérience, de ce que les gens vont vivre, ça permet de pas forcément avoir ce réflexe de prendre un jeu qu'on connaît et d'en faire un équivalent. Parce que les jeux, c'est comme plein de briques qui sont assemblées ensemble de façon harmonieuse et on a tendance à pas... Quand on prend un mécanique de jeu qui nous a plu dans un autre jeu, on n'a pas récupéré cette substance qu'il y a derrière le jeu. Par exemple, quand on parle du Monopoly, il y a beaucoup de jeux qui vont reprendre ce système-là, sauf que le Monopoly, c'est un jeu qui a été inventé à la base pour parler de monopolisme, je sais plus. Monopole. De monopole, pardon. C'est un jeu qui a été inventé pour parler du monopole immobilier et du coup on va incarner un riche promoteur immobilier qui va essayer de tout posséder sur la capitale du pays dans lequel on joue en général. Et donc du coup quand on retire tout ce discours et qu'on garde juste un plateau où on lance un dé et on avance, cette mécanisme toute seule ne provoque aucune émotion. Il faut construire tout le jeu autour.
Et donc là, pour Ocytocine, on a commencé par dire l'infodémie sur les réseaux sociaux, quand est-ce que vous la viviez? Donc on parle du fait de scroller à l'infini et d'être vraiment bombardé d'informations, et du coup ça va générer de l'oppression, de la surcharge d'informations. Et on se dit, l'oppression et la surcharge, c'est quelque chose qu'on pourrait faire vivre à travers un jeu, mais pour ça, on a 1000 façons de le faire. Donc on prend une hypothèse là qui était, et si on prenait une table et puis on l'inondait de cartes d'informations, et à partir de là, on voit ce qu'on peut ajouter dans le jeu. Donc à ce moment-là, on s'est dit, on va tester cette hypothèse. On a imprimé des centaines et des centaines de tweets, un peu au hasard. Certaines sont devenues des cartes dans le jeu d'ailleurs. Et en fait, j'ai été regarder scientifiquement combien de temps en moyenne on passe à lire un tweet. Je crois que c'était de l'ordre de peut-être 4-5 secondes. Et on se dit, on prend 5 secondes fois le nombre de cartes, et puis c'est le temps que va durer un tour de jeu pour choisir ses cartes préférées dedans. Et donc, ce point de départ, souvent, il est très nul. Ça fait un très mauvais jeu. Mais ça permet d'avoir un point de départ où on se dit, finalement, les cartes, c'était marrant. J'ai passé un bon moment à les lire. Mais j'aurais préféré peut-être avoir plus de temps pour profiter de ce contenu-là. Donc la question qu'on se pose après, c'est quel mécanisme de jeu je peux implanter pour que la sélection des cartes devienne plus intéressante et plus amusante. Donc là, on va voir d'autres jeux, et on se dit, il y a un truc qui s'appelle le draft, où j'ai 3 cartes dans la main, j'en choisis une et je donne les autres à mon adversaire. Et du coup, ça donne une autre envergure au contenu des cartes, on en profite plus, on se dit, c'est une bonne piste, et on va la creuser, et en fait, on va continuer à rajouter des nouvelles choses par-dessus cette idée-là au fur et à mesure. Ce qui fait qu'un jeu, il est jamais terminé, parce que cette étape-là, on peut la reproduire à l'infini et se dire, si on avait continué à travailler le jeu pendant 3 ans, Ocytocine aurait été beaucoup mieux. Et la réalité des choses, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'argent, on n'a plus de temps, on n'a plus d'énergie sur le jeu, donc on termine et on passe à autre chose. Là, tu nous as pas mal parlé de l'étape idéation du jeu. Et c'est quoi les autres étapes pour arriver au produit fini? Cette étape d'idéation, elle est en boucle avec une autre étape qui est celle du prototypage, où en fait le but c'est de gagner du temps, donc on va commencer avec du papier et du carton, mais au fur et à mesure qu'on va boucler, qu'on va faire les boucles de prototypage, on va essayer d'avoir du matériel de plus en plus qualitatif pour avoir ce qui ressemble à vraiment un jeu à la fin. Donc on a idéation, on va faire un prototype, on va tester, et avec les retours on va faire des nouvelles idées et des nouveaux prototypes. Et une fois qu'on est arrivé à un point où on se dit là on est arrivé à un endroit assez sympa du jeu, là c'est le moment où il va falloir se rapprocher d'un imprimeur pour essayer de consolider en fait tout le jeu en fichiers d'impression qu'on va envoyer pour avoir des boîtes. Et après ça va différer beaucoup selon le modèle économique qui est derrière le jeu. Nous on a été financé par le ministère de la Culture et le département du Calvados, donc en fait on avait déjà le budget pour imprimer 1000 boîtes et les diffuser. Donc nous on a directement récupéré les boîtes et on les a diffusées grâce à l'université de Caen par la suite. Mais si vous travaillez avec des maisons d'édition, il faut aussi soit être édité par la maison d'édition, un peu comme les bouquins. Dans ce cas-là, en tant qu'auteur, c'est plus votre problème, en fait c'est la maison d'édition qui va gérer l'édition et la distribution du jeu. Soit vous faites des Kickstarter pour le financer, ou vous devez trouver un distributeur. Donc là c'est un autre intermédiaire qui va récupérer des boîtes déjà imprimées, qui va les envoyer dans plein de boutiques de jeux, et qui va faire l'intermédiaire pour vous envoyer les rémunérations derrière. Et du coup, combien de temps est-ce que ça a pris en tout, du point de départ jusqu'à la fin du jeu? Combien de temps est-ce que tu as mis pour faire ce jeu? On a vraiment commencé au Turfu 2021, donc c'était en octobre, et on a reçu les boîtes en février 2024. Donc là, c'est le moment où je vais faire le calcul. Donc ça fait bien 3 ans, 3-4 ans. J'ai pas fait le calcul du coup. Et tu sais à quel point tu as eu des retours sur le jeu, tu sais à quel point il est utilisé, ou géographiquement, je sais pas si tu sais jusqu'à où il a été distribué. Je sais, j'ai un suivi des boîtes qu'on envoie. Donc je sais qu'il a été plutôt bien réparti sur le territoire français, même s'il y a quand même principalement des boîtes en Occitanie, en Île-de-France, dans le Grand Est et en Bretagne, parce que c'est là où on a fait des formations Ocytocine pour distribuer les boîtes. Et après on a le jeu Ocytocine, il est open source, il est gratuit. Donc on peut télécharger le kit en ligne sur le site du Dôme. Et là aussi je vois où sont téléchargés les kits. Et là c'est vraiment sur tout le territoire français, Dom-Tom compris. Ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Voire il y a des cas où il y a des personnes qui habitent en France et qui vivent au Japon, ils ont téléchargé le kit là-bas, donc il y a quelques téléchargements qui sont aussi dans d'autres pays dans le monde. Est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution au jeu? Est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques que tu aurais envie d'aborder à l'avenir? Oui, alors des évolutions, on en aurait plein. Il y en a une qu'on met en place déjà tous les ans, c'est qu'on fait un workshop esprit critique avec les étudiants et étudiantes du Master IMST pour créer des extensions de cartes.
sur des thématiques scientifiques d'actualité. Donc l'année dernière c'était sur les plastiques et cette année c'est sur la sobriété. Donc ça c'est téléchargeable sur le site du Dôme. Après il y a des sujets que moi j'aimerais bien aborder, par exemple la question des addictions, la question des jeux, mais ça prend beaucoup de temps de faire une extension. Et dans le cadre du workshop, en fait, l'exercice c'est plutôt de faire un exercice d'application de comment on fait de la médiation scientifique plutôt que comment on fait du game design. Donc une demande qu'on a souvent sur le jeu, c'est d'avoir des scénarios plus faciles pour travailler avec des publics plus jeunes. Donc on pourrait très bien faire une thématique dessin animé, foot, sport. Sauf que là la question c'est moins de la médiation et plus du game design, de comment en fait je construis les cartes pour qu'elles soient intéressantes. Et du coup j'ai pas ce temps à accorder sur ce genre de projet, mais c'est aussi pour ça qu'il est open source, c'est pour que les gens s'en saisissent. Et dans un univers rêvé, ça serait une adaptation de Cytosine en jeu vidéo, pouvoir le diffuser aussi plus facilement et puis aussi faciliter le travail d'open source parce que s'il existe en version numérique, on pourrait créer un générateur de cartes où n'importe qui pourrait beaucoup plus facilement implémenter du nouveau contenu. À l'heure actuelle, est-ce que c'est possible que d'autres structures de médiation te fournissent des jeux de cartes au Cytosine qu'eux auraient fait ? Oui, c'est possible, c'est ce qu'on essaie d'encourager, mais on n'a pas forcément de format pour un peu solidifier ce genre de projet. Ce qui fait que c'est encore jamais arrivé, mais avec grand plaisir. C'est aussi le but pour lequel on le diffuse. C'est en fait, quand on anime avec un outil, on a tendance à s'en lasser au bout d'un moment. Donc, d'avoir un jeu qui permet d'être complété, qu'on peut rajouter de nouvelles choses, c'était une condition pour nous. Et on a fait en sorte que ça soit possible, mais c'est encore jamais arrivé. Est-ce que tu as une carte dans le jeu qui est ta carte préférée, une carte que tu trouves très drôle par exemple? Waouh, bonne question. En carte préférée dans l'animation, on a une que j'utilise quasiment tout le temps. C'est une carte dans laquelle on va avoir une comparaison de deux cartes de France. Une qui va représenter les cas de Covid-19 et l'autre qui va représenter là où il y a de la 5G en France. Et en fait, c'est la même carte. Et ce que sous-entend la personne qui l'a publiée, c'est que la 5G provoque la Covid. Ce qui est du coup une super illustration d'un biais cognitif qui s'appelle le biais de corrélation. Parce qu'en fait, s'il y a beaucoup de 5G et beaucoup de Covid, c'est parce que c'est dans des grandes villes. Et pas parce que la 5G provoque le Covid. Et donc c'est un beau cas d'école en fait qui permet d'aborder des sujets, un des gros sujets pendant la crise du Covid, donc c'est là je l'aime bien en termes de médiation. Après dans les cartes qui me font rire, il y en a beaucoup, parce qu'il y a pas mal de mèmes dedans. Donc je pense qu'une de mes cartes préférées en mème c'est... alors c'est toujours nul quand on le raconte par contre, ça va pas drôle du tout quand je vais le dire, mais le réchauffement climatique est tellement fort que même les cactus se font la malle. Et c'est un cactus mais qui a une forme de quelqu'un en train de courir. Donc j'ai prévenu que ça faisait pas rire, mais quand on y joue et qu'on tombe dessus par hasard, c'est drôle. Parce que c'est très dramatique les sujets qui sont dans Cytosine. Donc quand il y a des sujets un peu légers qui tombent comme ça rigole plus facilement. Et du coup, est-ce que tu choisis les thèmes que tu veux rajouter dans le jeu en fonction de l'actualité ou c'est juste en fonction de ce qui t'intéresse ou ce qui intéresse les gens? Un des premiers points qu'on regarde, c'est les projets qui sont en cours au Dôme. Pour la simple et bonne raison que, en général, les projets qu'on a au Dôme, c'est des sujets d'actualité, mais c'est aussi des thématiques sur lesquelles on va avoir des temps avec les publics. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà potentiellement un cadre d'animation pour l'extension du jeu. Donc là, par exemple, sur la question de la sobriété, en fait, on a un programme qui est en cours avec la ville de Caen et le laboratoire du CEREV sur la sobriété, et donc, d'une façon ou d'une autre, on pourra animer avec l'extension de Cytosine pour amener ce sujet sur la table. Moi, je voudrais revenir sur un terme que tu as dit tout à l'heure. Tu avais parlé des biais cognitifs. Est-ce que tu pourrais expliquer très succinctement et brièvement ce que c'est ? Un biais cognitif, c'est un raccourci que va prendre le cerveau pour prendre des décisions plus rapidement ou pour avoir l'impression de comprendre quand on n'a pas compris. C'est un peu la spécialité du truc. Et donc, on a tendance à dire que les biais cognitifs, c'est ce qui va nous amener à l'erreur. Parfois, ça nous amène à l'erreur, mais la plupart du temps, ça marche bien. C'est la raison pour laquelle on en a autant et qui sont aussi puissants. À titre d'exemple, tout à l'heure j'ai parlé du biais de corrélation, mais on a aussi plein d'autres biais cognitifs, dont un biais dont j'ai plus le nom, mais qui consiste à suivre un groupe en pensant que le groupe a toujours raison par rapport à nous individuellement. Donc c'est typiquement le cas où, un peu inconsciemment, vous allez suivre un groupe qui va marcher quelque part et vous n'êtes pas posé la question de où vous allez, vous êtes juste en train de suivre le groupe. Et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité à toi, l'actualité du Dôme, même d'Ocytosine? Pour toutes ces actualités, je vous renvoie sur le site du Dôme, donc ledome.info. Vous pouvez, en fouillant un peu sur le site internet, trouver tous les projets qu'on mène. Sur la page de Cytosine, vous allez pouvoir voir
quand il y a des nouvelles extensions qui sortent. On a aussi des actualités sur le site. Et si jamais le jeu vous intéresse, je vous invite aussi à aller voir OpsiGame, qui est l'observatoire du jeu de culture scientifique en France, et qui va regrouper tout un tas de jeux similaires au Cytosine sur d'autres thématiques, avec plein d'autres formats différents, dont du jeu vidéo. Et donc c'est là où vous allez pouvoir voir plein de projets extrêmement intéressants que je vous recommande. Et bah super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous trouverez en description tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, ainsi que toutes les informations sur le Dôme. Et comment télécharger les kits Ocytocine. À une prochaine fois pour de chouettes aventures.